Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Jordi qui a fait le tour du monde. Donc on est là pour discuter de son voyage, des astuces, des choses à éviter et bien sûr de plein d'autres choses. Donc si vous aimez ce genre de format, surtout n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et c'est parti. Bonjour Jordi. Bonjour Albert. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bah écoute, moi c'est Jordi, comme on se connaît, j'ai 30 ans. Pour pas aller trop vite, j'ai fait, comme tu dis, une expérience de fou. Donc un tour du monde d'1 an. Je suis tout juste revenu il y a maintenant 2 mois. J'ai un peu le petit blues du retour, mais on s'y fait petit à petit, tu vois, il y a le soleil qui commence à arriver. Ça fait partie du... Ouais, c'est ça, c'est le game. J'ai repris une petite routine, mais de toute façon, on va en parler sur les projets qui vont arriver. Quoi. Déjà, une première question, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce tour du monde? De base, ce tour du monde-là, il m'est pas venu... c'est pas quelque chose qui a été depuis que j'étais petit, tu vois. C'est quelque chose qui est arrivé, on va dire, à la fin d'une période de travail. Je considérais que je vivais pas forcément. Okay. Et en fait, si tu veux, j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui carriériste. C'est-à-dire que j'étais au travail, je me disais, voilà, j'ai envie d'évoluer, donc forcément, tu mets ton temps dedans, tu vois. Et en fait, à la fin, je m'y retrouvais un peu moins. À un moment donné, je me suis dit, bon, bah écoute, ce serait bien quand même que tu penses à vivre un peu, tu vois. Pourquoi pas, dans un premier temps, faire un voyage. Le premier voyage que je voulais faire, c'était que en Australie, pour aller développer mon anglais, tu vois. Ok. C'était pas forcément... un tour du monde. Faire un tour du monde, quoi. Ok. Et après, à un moment donné, je me suis dit, toi, tu vas aller regarder que l'Australie. La Terre, elle a tellement à te donner. C'est vrai. Eh ben, si tu as la possibilité, va voir à droite, à gauche, tu vois. C'est de là où je me suis dit, bah écoute, vas-y, go. Let's go. Fais un tour du monde. Ok. Et voyage, essaie de visiter le maximum de pays que tu peux. Donc le voyage, c'était pas forcément quelque chose de... Dès le départ, quelque chose qui te plaisait depuis longtemps. Ça arrivait peut-être... Comme tout le monde, t'aimes voir d'autres choses. C'est-à-dire que t'aimes voyager, t'aimes voir d'autres pays. Découvrir. Tu vois, ouais, t'aimes découvrir. Il y a une différence, bien évidemment, quand tu voyages, tu sais, il y en a qui aiment bien chill un peu, tu sais, poser dans un pays. Ils sont dans un autre cadre, mais c'est pas vraiment la découverte. À la plage, chill, etc. Voilà. Bien sûr. Voilà, il y en a qui aiment bien chill. Moi, je suis plus le mec qui aime bien, tu vois, sac à dos, je prends mon sac, je découvre, et voilà, je pars au bourbier, tu vois. Okay. Et je sais que je vais revenir avec pas mal de souvenirs et pas mal de choses que j'aurais découvert. Oui, c'est vrai, au premier lieu, en fait, j'étais plus cette personne qui allait dans d'autres pays, mais pas forcément avec ce besoin de découvrir comme je découvre aujourd'hui, tu vois. Ok, c'était plus des vacances. C'était plus des vacances, okay. C'est ça, c'était plus des vacances. Au fur et à mesure, je me rappelle, j'ai fait un voyage au Maroc. J'avais vraiment aimé ce que j'avais vu, ce que j'avais découvert justement. Et je me suis dit, tous les pays, je pense, ont quelque chose à t'offrir. Mais il faut que tu ailles le chercher. Et aller le chercher, c'est découvrir, tu vois. C'est pas forcément... Rester à l'hôtel. etc. Donc c'est plus bouger, essayer de voir si tu peux sortir, comme on dit, hors des sentiers battus, tu vois. Donc ouais, cette âme de découverte est arrivée au fur et à mesure des voyages que j'ai pu faire. Très bien. Combien de temps ça t'a pris pour préparer ce voyage? Alors combien de temps? En tout, 2 ans et demi. Donc ces 2 ans-là, ça m'a permis en fait de non seulement me ressourcer en termes de connaissances, mais également de prendre le temps d'économiser et de préparer ce voyage-là. En fait, il y a eu le Covid qui est arrivé. Et donc le Covid, ça a un peu repoussé mon départ. Ça n'a pas été un frein? Ça n'a pas été un frein. Je me suis pas dit, ouais, bah voilà, il y a le Covid, c'est mort, j'arrête ce voyage. Tu sais, de toute façon, on en parlera. J'avais tellement une envie, tu sais, quand tu sens, t'as l'envie de le faire. Le feu. Ah, il n'y avait rien. Et en plus, je disais tout le temps aux gens avec qui je parlais, là, il n'y a rien. C'est hardcore, hein, ce que je veux dire. Il n'y a rien à part la mort qui peut m'empêcher de faire ce que je veux faire. Incroyable. Parce que j'avais grave envie de le faire. Une détermination également. Ah oui. En gros, je souhaite à tout le monde de ressentir ça. Tu vois, c'est quand tu as envie de faire un truc, là, il n'y avait rien qui pouvait me dire ouais, non, vas-y, c'est mort. Rien, vraiment rien. Tu en as toujours des gens autour de soi qui disent oh, mais t'es sûr? Pourquoi? Comment? Bah, en fait, j'ai la chance de souvent parler avec des gens très intéressants. Il y a une personne qui m'a dit, tu sais, des fois, je vais la dédicacer, c'est mon responsable, Mohamed, si tu me vois, qui m'a dit, tu sais, des fois, les gens, ils aiment bien te donner leurs freins. C'est-à-dire, des fois, quand ils vont te dire, ouais, t'es sûr,
t'as fondé ta famille, etc. C'est tout ce qui les empêcherait de faire ce projet-là. C'est pas tes freins à toi. Ok. Ça veut dire qu'ils sont en train de se projeter en toi en disant est-ce que moi j'aurais pu faire ça? Et en fait ils te disent ah mais t'es sûr et comment tu vas faire là-bas si t'as plus assez d'argent, niveau famille c'est comment? Enfin tout ça oui bien évidemment j'y pense mais moi j'y ai pensé t'inquiète. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que si là je prends la décision c'est que je suis sûr moi. Moi je pense que ça c'est vraiment leur croyance limitante. C'est exactement ça. Qui essaie de te mettre sur toi. C'est exactement alors que toi ça. tes croyances limitantes elles sont beaucoup plus hautes. Moi à partir du moment où j'ai pris la décision c'est que mes croyances limitantes je suis passé au-dessus. Tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me suis dit, j'ai évalué plus ou moins ce qui était risques et comment je pouvais les gérer. Et je me suis dit, c'est bon, je peux y aller, tu vois. Donc à partir du moment où moi j'ai passé ce cap, j'entends tous les conseils, etc. Et moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup les conseils, etc. Mais quand je sens que c'est quelque chose que tu essayes de mettre pour me freiner, t'inquiète, j'y ai pensé. Tu jettes à la poubelle. Ouais, t'inquiète. Okay. J'y ai pensé, frérot, tu vois, donc au calme. Et comment tu as organisé ce voyage-là? Alors, comment je l'ai organisé? Je suis tombé sur un site qui aujourd'hui est ma pépite d'or, qui s'appelle Tour du Mondiste. C'est vraiment un site qui englobe vraiment tout. En fait, c'est deux personnes qui ont fait le tour du monde, qui sondent souvent les voyageurs sur, je te dis une bêtise, quel appareil photo acheter, quelle assurance prendre, quel visa faire dans chaque pays. Pendant le Covid, ça m'a grave aidé parce que durant le Covid, en fait, si tu veux, mettez à jour toutes les restrictions des pays. Donc en fait, ça m'a permis déjà dans un premier temps de m'organiser sur plein de points, en fait, tous les points du voyageur, que ce soit l'achat du sac, que ce soit, du coup, comme je t'ai dit, l'assurance, la trousse, etc. Après ça, ce qui s'est passé, c'est que... après ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aussi nourri beaucoup de voyageurs qui, tu sais, quand tu es sur Instagram, tu vois beaucoup de personnes, en tout cas moi j'avais beaucoup de personnes qui faisaient ce projet-là de Tour du Monde. Et donc ça me permettait en fait de voir ce que eux, comment ils géraient l'avant, et ça m'a permis en fait d'organiser ça. Et dernière chose, j'avais un calepin qui, je me mettais en fait des objectifs d'argent à mettre de côté. Chaque mois minimum, je devais mettre 800 € de côté. Ok, c'est énorme. C'est énorme, mais quand tu as la possibilité de le faire parce que tu es encore chez tes parents, ça va. Tu fais des gros sacrifices, tu sais pourquoi tu le fais, et tu as un retour sur investissement, du coup le voyage que j'ai fait qui est juste énorme, tu vois. Et comment tu as organisé ton circuit? Est-ce que ça a été improvisé au fur et à mesure ou est-ce que tu avais déjà prévu un circuit dès le départ? Alors moi je suis quelqu'un... C'est un défaut comme une qualité, j'aime bien tout organiser. Les gens, des fois, ils me le reprochent. J'aime bien avoir une ligne directrice. Je sais où je veux aller. Ça veut pas dire que je suis fermé, je suis psychorigide. En fait, quand tu es comme ça organisé, ce que j'ai appris aussi avec le temps, c'est qu'il faut que tu sois agile. Ça veut dire que moi, mon parcours n'était pas fermé. Mais en gros, j'étais pas fermé dans mon programme. Je savais que je partais à l'aventure, mais il fallait que je sache quand même que j'ai une base. Le premier pays, il a été respecté, c'était la Jordanie. Mais juste après la Jordanie, j'ai ajouté un autre pays, tu vois. Et c'était pas prévu. Après Chypre, je suis parti aux Émirats parce que j'avais un ami qui était posé là-bas. Donc j'étais agile. Mais après, j'ai repris mon circuit. Dans mon travail, j'ai été amené à former en fait des personnes. En fait, je leur dis toujours, vous savez, quand vous savez où vous allez, et ça vous permet d'avoir une visibilité sur ce que vous voulez faire. Peu importe si vous allez à droite à gauche pendant votre voyage, au moins vous savez que la route à prendre, elle est là-bas. Après, vous pouvez aller un peu à droite à gauche, mais en tout cas, au moins vous avez une vision. Et vous savez, à partir de cette vision-là, quels objectifs vous pouvez vous fixer. Tu vois? J'avais un parcours déjà fait. J'ai pas tout respecté, j'ai pas tout fait non plus. J'ai fait une bonne partie de ce que je voulais faire. Ton sac à dos? Ouais. Les choses indispensables à mettre dans un sac à dos pour faire un tour du monde? Alors, moi, c'est moi, Jordi. Moi, tu sais, la chose indispensable, c'était quoi? C'était mon pantalon de randonnée. Il fallait un pantalon de randonnée. Je savais que j'allais marcher à la mort. Pantalon comme chaussures, tu vois. Et il fallait que je sois le mieux équipé possible à ce niveau-là. Après, bien évidemment, il y avait la trousse de santé. Ça, c'est obligatoire? Ouais, pour moi, ça, c'est indispensable, tu vois. Moi, t'as vu, des fois, j'étais tout seul. Donc, ça veut dire que si j'ai pas au moins, un sparadrap, du désinfectant, on m'a diagnostiqué un début d'asthme. Donc, il fallait que je sois, vu que je voulais marcher, et des fois,
J'étais en altitude, notamment en Indonésie. J'ai fait énormément de volcans. Et ces volcans-là, ils étaient parfois à plus de 2000 mètres d'altitude. Et donc forcément, il fallait que je sois apte à le faire et en santé pour le faire. Et donc, il ne faut pas négliger tout ça, tu vois. La santé, c'est important. Bah, sans la santé, je fais pas ça, quoi. Exactement. Et il me fallait aussi, ça c'est pas matériel, mais c'était une assurance. Pour moi, l'indispensable, c'était vraiment mon pantalon de randonnée, mes chaussures et ma trousse de sécurité. Ok. Voilà. Le sac de Jordi. Le sac de Jordi. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, après le reste, oui, bien évidemment. Enfin, pour moi, la trousse, déjà, c'est un indispensable. L'assurance aussi, c'est indispensable. Moi, c'est ta santé d'abord dans un premier temps. Ok. Et après, le reste... La santé en alliant la trousse de soins et l'assurance. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que, du coup, tu as eu des expériences de travail? Ouais, j'en ai eu plusieurs, mais dans un pays, en Australie. Quand je suis arrivé, j'ai travaillé, je déchargeais des conteneurs. Dans un premier temps, c'était aléatoire parce que je dépendais d'une agence d'intérim. Ok, et ça, c'était où? C'était en Australie, c'était à Perth. L'agence d'intérim, c'est comme en France. Hein. Dès qu'elle a besoin de toi, elle t'appelle. Il faut que tu sois opérationnel. Direct, tout de Des suite. fois, il m'appelait à 7h du mat. Mais en fait, j'étais dans une optique où il me fallait du travail. Et quand je l'avais, moi, je suis quelqu'un, je mets tout le temps mon téléphone en silencieux. Ok. Là, crois-moi, il était bien allumé okay. Et il n'y avait pas de silencieux. C'était tu m'appelles, t'inquiète, je vais répondre, même si tu déranges mon sommeil. C'est un mode de vie que j'aime pas forcément. Forcément, comme je t'ai dit, tu vois, t'as des objectifs. Et ces objectifs-là, ça passe par ce type de sacrifice, par exemple, tu vois. Okay. Ensuite, j'ai pu décrocher un travail plus régulier. Pareil, je déchargeais encore des conteneurs, mais c'était des conteneurs de pneus. Je travaillais pour Yokohama. Donc en fait, c'était des pneus de toute taille. Tu avais les petites tailles et tu avais les plus grosses tailles. Et mon travail consistait en fait à prendre des pneus, les mettre sur des palettes et les mettre en fait dans l'entrepôt. Je peux te dire que quand tu as des gros pneus de tracteur que tu dois soulever et mettre comme ça, au bout d'un mois, en fait, j'avais plus de dos. Donc, mon objectif quand j'étais en Australie, c'était de travailler dans les mines. Quand j'ai vu que pendant un mois, je me tuais le dos, j'ai dit, je suis pas venu pour ça. La chance que j'ai eue, c'est que je suis tombé sur une personne en auberge de jeunesse qui m'a donné un bon plan, qui m'a dit postule. Et donc, je suis rentré en tant qu'agent d'entretien dans les mines. Okay. C'était mon premier pied, en fait, dans les mines. Ouais, c'est ça, exactement. J'avais des potes à moi qui étaient déjà allés en Australie, qui étaient revenus, qui, eux, étaient rentrés directement dans le travail que je voulais viser, tu vois. Ok. Et en fait, eux, ils m'ont passé leur contact. Le fait qu'ils me donnent le contact et qu'ils me disent, voilà, là, on sait qu'il y a du taf, ça m'a permis en fait d'essayer d'envoyer plusieurs fois et à un moment donné, elle m'a répondu et j'ai pu avoir le travail que je voulais, voilà. Ça m'a permis de mettre pas mal d'argent de côté pour pouvoir continuer mon voyage, tu vois. Donc, et je pense que la question que tout le monde se pose, combien c'est payé? Alors, déjà le premier travail. Le premier travail, j'étais payé 18 dollars australiens, je précise, c'est pas les dollars américains. Enfin moi, apparemment, contrairement à mes potes, ils avaient augmenté les salaires, donc c'était beaucoup mieux payé. Je suis un menteur, c'était même pas 18, c'était 27. Eux, 25 plus ou moins. Eux étaient payés 18, voire un peu moins à l'époque, il me semble. Ensuite, le deuxième travail que j'ai trouvé en mine, donc j'étais payé 27 dollars de l'heure. Et le dernier travail, c'était 38 dollars de l'heure. Pour convertir, pour que ça parle aux gens, 38 dollars de l'heure, ça équivaut à plus ou moins 27 voire 28 euros. Ok. Tu vois. Donc, concrètement, c'était plus ou moins un SMIC par semaine. Par semaine. Par semaine. Ok. Et la vie en Australie, cher? Moi, je ne l'ai pas trouvé forcément cher. Je l'ai trouvé un peu comme en France, en fait. Par rapport au salaire. Ouais, quand tu convertis, en fait, ça revenait au même. Moi, par exemple, je dormais... moi, je dormais dans une auberge de jeunesse. Je payais la semaine. Quand je suis arrivé, je la payais à 150. Ensuite, je l'ai payé à 200 dollars, plus ou moins, la semaine. Mais je gagnais 2100 dollars. C'était quasi rien sur mon salaire. Ah bah oui. Et en plus, c'était par semaine. Donc je perdais presque pas au change. Et en plus, mon travail, ce qui était bien, c'est qu'en fait, j'avais un rythme de 2 semaines où j'allais sur le site de mine et ils me payaient tout. C'est-à-dire l'accommodation, blanchi, nourri, logé, tout.
Aujourd'hui, je vous explique qu'est-ce que la FIFO Experience à travers le poste que j'ai occupé en tant qu'agent d'entretien. FIFO est un acronyme qui signifie Fly In, Fly Out, qu'on pourrait traduire grossièrement par voler dans et voler hors. En effet, des agences de recrutement et compagnies basées dans certaines villes recrutent des candidats provenant de ces mêmes secteurs pour les envoyer dans des sites miniers qui se trouvent parfois à pas moins de 14 heures en voiture et environ 2 heures en avion. Plusieurs postes sont à pourvoir partant de l'utilitaire, c'est-à-dire agent d'entretien pour les sites, cuisine et également chambre des résidents, mais aussi technicien, géologue ou ingénieur. La pluralité des emplois permet une facilité d'accès à tous, quel que soit votre savoir-faire. Tous travaillent sur une plage horaire de 12 heures par jour, mais parfois aussi de nuit. On parle ici de FIFO Experience car tout est mis en œuvre pour créer un écosystème qui vous permet à la fois de travailler, mais aussi de vous détendre dans un environnement qui vous rappelle une petite ville ou une colonie de vacances. Au-delà du cadre désertique, tous les résidents ont un accès à une salle de sport 24 heures sur 24, une cantine collective, des petites supérettes et parfois même des terrains de foot, basket ou encore des piscines. S'ajoute à cela un événement annuel qui permet aux familles et résidents de venir voir une journée le lieu de travail de leurs semblables. Tout ça aux frais de la société. Ça paraît fou, hein. Au niveau du salaire, je parle ici de la compagnie pour laquelle j'ai travaillé en tant qu'agent d'entretien, il est sur une base de 27,51$ brut, ce qui équivaut à plus ou moins 18€ brut. Quid de l'empreinte carbone de ces allers-retours en avion? Sans entrer dans les détails, l'Australie fait bien évidemment partie des pays les plus polluants du monde et ce système ne favorise pas l'amélioration dans le bon sens. Voilà, vous en savez un peu plus sur la FIFO Experience. Moi je continue mon petit périple et je vous tiens au courant très vite. Et bah là, t'économises totalement. C'est pour ça qu'en fait, je voulais trouver ce plan parce que j'avais rien à payer. Ok. J'avais juste à prendre mon argent et le mettre de côté. Ok. Et à être discipliné. Parce que c'est vrai que quand tu gagnes de l'argent facilement comme ça, tu te dis, je peux acheter la semaine d'après, j'aurai un salaire qui va rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux vite partir. Tu peux vite partir en très live. vite. Et Ok. tu le vois là-bas. Enfin, Oui. les Australiens là-bas, ils dépensent, Ok. tu vois. Mais parce que qu'ils ont des très bons salaires. Bah ouais, ils ont des salaires qui sont conséquents, tu vois, qui leur permettent de vivre comme Aisément. Ok. Quels sont les endroits que tu as préférés lors de ton tour du monde? ça. Comme je dis à tout le monde, souvent Jordanie et Indonésie. Ok. Les deux pays, c'est deux pays où les gens, c'est des crèmes. Culturellement, la Jordanie, c'est tu prends une baffe sur chaque site. Chaque site où tu vas, c'est-à-dire c'est Petra là où tout le monde va, Oui, bien sûr. le désert de Wadi Rum qui est super connu, t'as beaucoup de films qui ont tourné là-bas. C'est un pays qui est facile à visiter puisqu'il n'est pas super grand. J'ai pu faire du nord au sud et la plus grande distance que j'ai faite, je crois, c'était 4 heures. C'était mon premier pays, donc forcément, sentimentalement, j'étais comme un ouf parce que c'est le premier pays de mon tour du monde. L'Indonésie, parce que culturellement, enfin, le cadre, il est totalement différent de ce qu'on voit là tout de suite maintenant. C'est autre chose. Ok. Tu vois, je suis passé de l'Australie à l'Indonésie. Crois-moi, j'ai changé de cadre. J'ai vu autre chose. Pareil, la gentillesse des gens, c'est incroyable. C'est vraiment un truc de fou. Toutes les randonnées que je me suis tapé là-bas, les volcans, la jungle, j'ai dormi dans la jungle, tu vois. Enfin, c'est deux pays, c'est les deux pays que j'ai vraiment vraiment marqué. Ah, ils m'ont marqué ces pays-là. Ok. Vraiment. C'est Ok. des pays que je recommanderais 1000 fois. Bah, les gars, vous savez où aller maintenant. Exactement. Indonésie et pas seulement Bali. Oui, Bali. Voilà. Si vous voulez profiter des vacances, piscine, cocktail et plage, Bali c'est très très bien. Après, si vous voulez découvrir des expériences de vie comme Jordi, il fallait Un peu plus en profondeur. Un peu plus en profondeur et en hauteur. C'est ça, exactement. C'est ça, c'est exactement ça. Ok. Comment tu as géré tes finances? Comment je les ai gérées? Moi, dans un premier temps, je voulais partir avec 20 000 euros. Ok. Et t'es parti? Je suis parti avec 9 000. Ok. C'est quand même. Ouais, il y a un écart. En fait, c'est parce que, bon, tu connais, il y a les aléas de la vie qui font que forcément, tu as des imprévus. Mais pareil, c'est un truc qui aurait pu me freiner, mais ça m'a pas freiné puisque j'avais mon plan Australie. Je me suis dit, arriver en Australie et repartir. Au final, j'ai fait 4 pays avant l'Australie. Et bah, j'ai pu économiser en Australie et je suis reparti. Au final, mes 20 000 euros, je les ai eus pendant mon voyage. Ok. J'ai eu même plus. Ok. Donc ça m'a permis de continuer et de faire ce que j'avais.
Et je les ai gérés en essayant d'être discipliné, hein, comme je t'ai dit. Hein. Enfin, en essayant de mettre de côté, de pas trop dépenser vraiment pour les activités que je veux faire. Je me laisse bien évidemment une marge. Bien sûr. Des fois, quand je voulais faire certaines choses, je me disais, fais attention. Ça, si tu fais ça, c'est au détriment de ça. Ok. Et donc forcément, tu dois forcément faire des sacrifices. Des fois, tu fais des sacrifices, tu vois. Des fois, tu supprimes des trucs, des fois, t'en ajoutes. Mais il faut que tu gardes en tête que si t'es trop dans l'excès, bah, tu vas supprimer des trucs. Et en fait, j'aurais pu rentrer au bout de 5 mois si j'étais pas discipliné. Le fait d'être discipliné sur ma gestion de l'argent, ça m'a permis de faire ces 1 an de voyage et de pouvoir bien être bien dans ma tête, tu sais, pas stresser en me disant ouais, ok. Purée, J'en viens. Est-ce que tu as eu un moment de doute où c'était vraiment chaud niveau argent? Ouais. Et bah, le fait d'ajouter des choses, forcément, ça soustrait ton argent. Et quand je suis arrivé en Australie, c'était chaud. Le fait de trouver un travail rapidement, même si c'était pas le travail que je voulais. En fait, quand je suis arrivé, j'ai trouvé un travail au bout de 10 jours. Et ça m'a permis, en fait, de survivre. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai survécu. Dans le sens où je mettais pas de côté, mais je vivais. Donc je pouvais m'acheter à manger, je pouvais dormir. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, de base, j'aime pas demander. Non pas parce que je veux faire le fier, mais parce que j'estime que quand je demande, c'est que j'ai échoué quelque part. Souvent, j'ai pas trop envie d'imposer aux gens mon échec, tu vois. Et j'ai appris à m'ouvrir, à me dire, tu dois des fois demander. De toute façon, comme on dit, personne s'enterre tout seul. J'ai eu l'aide de mes sœurs, l'aide aussi mais à mon pote du coup qui est arrivé, mon pote et sa copine avec qui il est, tu vois, qui m'ont aidé, pas financièrement, si financièrement parce qu'ils m'invitaient des fois quand on allait manger, etc. Même sur des titres de transport parfois, tu vois. Je me suis pas dit je rentre. Ok, tu vas trouver une solution. Je me suis dit, je vais trouver la solution. Parce que moi, je suis vraiment axé solution, tu vois. Ok. Je suis pas axé, ouais, pourquoi je suis arrivé là. Ouais. Tu dois avoir cette phase, mais pour moi, elle doit pas durer plus de 1 heure. Sinon, c'est compliqué. Sinon, si tu t'arrêtes sur ça, bah, tu te dis, ouais, pourquoi j'ai fait ça. Allez, vas-y, je rentre. Ok. Non, pourquoi j'ai fait ça. Ok, je l'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais Bah, écoute, je trouve ce travail-là. Je fais en sorte qu'au bout de tant de temps, je peux rendre. Et à partir du moment où je rends, je trouve le travail qui me permet de mettre de côté. Mon plan, il s'est passé comme je le voulais et j'ai pu continuer mon voyage. Moi, j'ai toujours dit, chaque problème a 5 solutions minimum. Clairement, même 10, même 15, frère. Mais en fait, il faut taxer solution. C'est ça. C'est ce que je dis souvent à une de mes collègues d'ailleurs, Camille, si tu me regardes. Axe-toi solution. Tu peux te plaindre, mais ça va pas faire avancer la chose. Exactement. Moi, quand je voyage, j'adore manger. Ok. Ça, moi, je voyage pour manger. Ok, d'accord. Toi, tu voyages pour découvrir des expériences. Je l'ai vu sur le blog. Moi, je voyage parce que j'adore l'expérience culinaire qu'on peut avoir dans différents pays. Ouais. Quelles sont tes expériences culinaires qui t'ont marqué? Alors, je vais te décevoir, mais la France cuisine très bien par rapport au pays que j'ai fait. Je te rejoins. Alors, vraiment, ça m'a fait découvrir l'effet inverse. Okay. En gros, manger tout ce que j'ai mangé, ça m'a fait dire, purée, ça me manque la France, tu vois. Mais j'ai 2 anecdotes. C'est pas forcément, c'est des expériences culinaires qui m'ont marqué. En gros, il y en a une, c'était en Australie. Il y a un mec qui m'a dit, est-ce que tu connais le Vegemite? Moi, je dis non, je connais pas. Mais je l'avais vu, tu vois. Et en fait, ça a la couleur du chocolat, tu vois. Moi, je suis un gourmand. Donc, moi, je vois le chocolat, je vois cette couleur-là. Je dis, je connais pas, mais vas-y, viens, on goûte, tu vois. Il dit, ouais, t'inquiète, c'est super bon. En plus, je vois, il prend du pain. Donc, je me dis, forcément, tu vois, ça rentre dans le truc, tu vois. C'était une pâte à tartiner? Ouais, c'est une pâte à tartiner, tu vois. Donc, moi, je me dis, ouais, vas-y, cool, vas-y, viens, fais-moi goûter et tout. Il me dit, ouais, et tout. Et le mec, tu vois, il se tartine lui. Et moi, tu vois, il me coupe un petit bout. Déjà, pour moi, ça, c'est un indicateur. Normalement, si c'est vraiment bon, tu me le mets sur une tartine entière. Et tu blindes? Ouais, tu blindes, tu vois, tu mets le truc. Là, il me met sur un petit bout comme ça.
Je dis, bon, vas-y, on va goûter, tu vois. Tu vois, il me le passe. Sache que le Vegemite, c'est un piège. C'est pas du tout sucré. C'est salé. C'est dégueulasse. C'est un goût, je pourrais même pas te décrire c'est quoi le goût. Et le mec, il me disait, ouais, c'est très bon, etc. Il m'a dit, alors t'aimes bien? Sincèrement, je suis désolé, je lui ai menti. Hein. Je lui ai dit, ça va. Les gens te diront qu'ils sont en Australie, les Français. Ok. En tout cas, le Français qui aime le Vegemite, je crois que c'est un menteur. Ok. Mais tous ceux qui ont goûté le Vegemite savent que c'est un piège. Je ne pourrais même pas te dire ce que ça a comme goût, mais c'est pas bon. Tu vois. Et la deuxième expérience culinaire, c'est en Indonésie. On m'avait en fait, tu sais, j'étais sur mon trek de 3 jours plus ou moins. Je devais faire une cascade et 2 volcans. Et en fait là, j'arrivais au 2e jour, donc c'était ma 2e nuit. Et on avait passé une longue journée, tu vois. J'avais super faim. Et du coup, sur mon parcours, le repas était offert. J'arrive dans un resto, il me ramène du riz et il me ramène une sauce verte. Moi, je me dis, cool, et en plus, moi, je kiffe le riz, tu vois. Ouais. La sauce verte, ça avait une tête de légumes, tu vois, donc je me dis, ouais, ça va être super bon et tout. Donc moi, tu vois, réflexe, je prends la sauce, boum, je mets tout. Ouais, et je mélange, tu vois. Donc il n'y a plus de riz blanc. Ok, t'as pas goûté? J'ai pas goûté, direct. J'avais trop faim, je réfléchissais pas, tu vois. Donc vas-y, je mets dedans et tout. Je mets dedans. Je vois bien en plus le riz là, vert. Ouais, vert, il est vert, il y a plus de blanc. Il y a un peu de blanc, mais vite fait, tu vois. Vas-y. Je prends une cuillère, mais je prends pas une petite cuillère. Je prends la cuillère, tu vois. Boum, je mange. Je mâche. Piment. Ah ouais. Mon gars, piment d'Indonésie, gros. C'est pas des lol. Gros, je vois ma tête, tu sais, je commence à bouillir et tout. Et eux, en fait, ils étaient autour, il y avait 6-7 personnes autour de moi, tu vois. Et ils me regardent en mode, c'est ouf. Et moi, t'as vu, j'ai chaud, mais là, l'ego, il a parlé, tu vois. Donc les gens, ils te regardent? Ils me regardent, mais moi, je fais le mec, tout ça va bien. Alors qu'à l'intérieur, c'est le feu. Et il y a un mec qui vient me voir, il me dit, everything is alright? Moi, je dis, yes. Genre, je lui dis, yes, t'inquiète. On a mangé des piments plus lourds que ça. Je mange ça tous les jours, moi, tu vois. Frérot, juste après mes bouchées, je les ai espacées d'au moins 10 minutes. Avec des gorgées d'eau. Ah ouais, frérot, ouais, je buvais. Hein. Et genre, je faisais bise du téléphone. Genre, oui, genre, je reçois un message pendant que je mange. C'était juste du piment qu'il fallait mettre petit à petit. Voilà, tu manges un peu. Okay. Moi, je suis là, j'avais faim, j'ai pas réfléchi, j'ai tout mis, tu vois. Ouais. Ah, ce jour-là, je l'ai fini, hein, le plat. Ouais. Parce que, comme je te dis, c'est l'orgueil qui a parlé, en fait. C'est l'ego qui a parlé. Je me suis dit. Il n'y a que des solutions. Bah ouais, je me suis dit, il faut finir. Tu vois, je vais pas me rabaisser à ce piment, moi. Je vais le terminer, tu vois. Mais frérot, je te jure qu'à la fin, j'avais la bouche en feu, tu vois. Ok. Mais voilà, c'est des petites expériences culinaires qui m'ont marqué, mais il n'y a pas vraiment. Un plat qui t'a fait waouh. Ouais. Ok. Non, pas de ouf. Très bien. Et du coup, quel est ton plat préféré? C'est le riz et le pondu de ma mère. Le pondu, c'est une sauce verte, justement. Ok, donc du coup, peut-être t'as associé les deux. Ah, j'ai associé les deux directement. Moi, j'ai du riz, j'ai pensé à ma mère. J'ai dit riz, pondu. Incroyable. J'ai dit boum, tu mets dedans, tu mélanges, tu manges. Non, tu vois. Depuis que je suis petit, en plus, elle le fait vraiment très bien. Faudrait que tu m'invites un jour. Ouais, un jour, je vais goûter ça, j'ai jamais goûté ça. Ah, ça, c'est un plat typique du Congo. Ok. Le pondu avec le riz, c'est vraiment quand c'est très bien fait, vraiment c'est excellent. C'est vraiment très bon et c'est ce que moi, tu me fais ça, je peux manger ça toute la semaine sans problème. Midi, soir. Ok. Comment t'as fait pour communiquer avec ta famille? Alors, avec le décalage horaire, pas le même pays, toujours en mouvement. Ouais. Faut savoir qu'on avait 6 heures de décalage. 6 heures de décalage. C'est-à-dire que moi, quand je dormais, ils étaient réveillés. Quand ils étaient réveillés, moi, je dormais. 6 heures de décalage quand tu étais en Australie, en Indonésie. Ok. Et au Vietnam. Bah, on essayait de se caler des temps. En plus, des fois, je travaillais, donc c'était un peu compliqué. Mais on essayait de se prévoir des temps. Tu sais, c'est une question d'organisation. Tu vois, tu dis, voilà, je vais rester un peu plus longtemps réveillé là. On va essayer de s'appeler. On arrivait à communiquer. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir WhatsApp, etc. Donc, c'est facile, tu vois, de communiquer rapidement. Donc ça va. On arrivait quand même à s'organiser, à trouver ce temps-là pour s'appeler. Okay. Donc ça va. C'était assez fluide. Okay. Assez fluide, tu vois. Et c'était difficile d'être loin d'eux?
Ouais, c'est forcément. Parce que c'est la première fois que tu pars aussi longtemps, ouais, aussi loin ouais, de ta famille et de tes proches. C'est ça. Forcément, physiquement, ils sont pas avec toi. Mais vu que tu parles régulièrement avec eux, ils sont avec toi. Donc ça veut dire que t'as un manque forcément physique parce que tu les vois pas, etc. Et t'as envie de les revoir et des fois de passer des moments, tu vois. Ouais, tu le gères en essayant d'avoir toujours ce contact-là virtuel, qui n'est pas physique, donc ça manquera toujours. Mais qui reste un lien. Mais qui reste un lien. Tu vois, tu gardes ce lien-là et même des fois, tu vois, vous filmez. Oui. Bah aujourd'hui avec la technologie, oui, voilà. bien sûr. Et moi souvent quand j'ai appelé c'était en FaceTime, tu vois. Donc du coup t'as vraiment l'impression de... Oui. Bah en tout cas tu les vois, tu vois. Et ils te voient et ils te disent « Ah t'as maigri ». Ma mère elle me disait toujours « Ah t'as un bon teint là », tu vois. Et les mamans elles regardent toujours des trucs que toi tu regardes pas de ouf. Tu te sens bien, ouais. Ouais, tu vois, donc elle dit « Là t'as un bon teint ». Donc pour elle si j'avais un bon teint c'était son baromètre pour dire « Ça va, il va bien », tu vois. Si elle voyait que j'avais un mauvais teint avec plein de stars partout, elle allait me dire « Bizarre là, qu'est-ce qui t'arrive là, tu manges mal », tu vois. Elles sont très fortes pour découvrir... Ah oui, elles savent tout, hein, les mamans. Les parents en général. Hein, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu as vécu des moments de choc culturel? Ouais, bah, comme je t'ai dit, hein, de l'Australie à l'Indonésie. Déjà par le cadre, par la situation des gens, par la gentillesse aussi des gens. Tu sais, ils ont une manière de gérer les choses qui n'est pas, en tout cas moi ce que j'ai vu, leur manière de gérer entre guillemets la pauvreté, puisque c'est un pays pauvre quand même, l'Indonésie, ils sont pas tristes. Ces gens-là, ils sont heureux. Malgré qu'ils aient une situation, ils arrivent à vivre en fait ces gens-là. Donc à partir du moment où je pense qu'ils se disent qu'ils arrivent à vivre, bah tranquille, tu vois. En fait, ici aussi, tu vas rencontrer des gens qui sont heureux. Bien sûr. Mais en fait, une personne, moi j'estime qui vient par exemple à Paris actuellement, par exemple, à voir toutes les manifs, etc., elle va dire le peuple il est pas content. Là-bas, je l'ai pas senti. Ouais. Même s'il doit sûrement avoir des réclamations. T'as pas vu de gilets jaunes là-bas? Oh non. Non, il y avait pas de gilets jaunes, mais il y avait que des gens, tu sais. En fait, ça m'a frappé. Même des fois, tu sais, je parlais avec des gens. Je parlais avec mon Uber. À un moment donné, il me dit, tu sais, moi, je travaille pas pour voyager. Je travaille pour l'éducation de mes enfants. En gros, le mec t'explique, ici aussi, hein, mais je veux dire que pour eux, voyager, c'est même pas secondaire. Hein, c'est loin. Parce que la priorité, c'est autre chose, tu vois. Elle est là, tout de suite. Ouais, mes enfants, il faut qu'ils aient une école, il faut qu'ils puissent apprendre, il faut qu'ils aient une bonne éducation. Tu vois que leur approche, elle est très simple, en fait. Elle est simple au niveau de leur vie. Ils veulent pas se prendre la tête. Dès qu'ils ont leur travail, bah, ils essayent entre autres de le garder, puisque ceux à qui je parlais, ils me disaient quand j'ai mon travail, j'essaie vraiment de pas être volatile, d'aller à droite à gauche, de garder ce travail-là et d'assumer ma famille, tu vois. Bien évidemment, tout le monde a ses problèmes, ça veut pas dire que eux, c'est un mode de vie qu'il faut avoir, etc. Chacun a un mode de vie qu'il doit avoir. Mais eux, en tout cas, tu sens qu'ils ont trouvé un bonheur dans ce mode de vie-là. Moi, je sais que moi, quand je voyage, je suis en quête de nouvelles choses, je suis en quête de... Nouvelles expériences. Voilà, nouvelles expériences. Je sais que ça me procure un bonheur, mais c'est un bonheur qui, quand je reviens ici, bah, je me dis c'est un bonheur qui est éphémère. C'est pas un bonheur continu. Et en fait, quand je les ai vus, je me suis souhaité à moi-même d'arriver à un niveau de bonheur pareil, tu vois. Enfin, un bonheur de paix, tu vois. Avec peu, on peut être heureux. Alors, clairement, après, c'est ce que tu as autour de toi qui t'influence, en fait. Tu vois, si tu es... là, on est dans un cadre où on nous pousse souvent à la consommation parce qu'on nous dit que c'est bien, etc., tout ça. Mais en fait, on achète tout le temps et on n'est jamais rassasié, entre autres, sans regarder ce qu'on a forcément. Je me rappelle que j'avais passé à un mec des chaussures... normal, tu vois, pour moi, mais en gros, c'était des chaussures que moi, je savais que j'allais plus mettre. Donc, t'as vu, je lui ai passé. En plus, on avait eu un bon lien, donc c'est pour ça que j'ai repensé à lui. Je lui ai dit, vas-y, je te dépasse. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés, ils ont la valeur des choses. Parce que pour lui, c'était un truc de ouf ce que je lui avais donné. Là. Tu vois. Ah, il m'a remercié. Vraiment, on dirait, je lui avais acheté une maison, le mec, tu vois. Mais ouais, tu vois des choses comme ça et tu te dis, ouais, faut prendre en considération aussi ce que tu as, tu vois. Tu as déjà beaucoup de choses.
énormément de choses et il faut le considérer, tu vois. Ok. Et donc voilà. Bon, aujourd'hui, tu me parlais pas mal d'assurance. Ouais. Quel type d'assurance il faut prendre pour un tour du monde? Alors, moi, c'est vrai que je te parlais beaucoup du site Tour du Mondiste et ça m'a vraiment aidé parce qu'en fait, si tu veux, sur ce site-là, il y avait un comparatif des assurances à prendre, tu vois, sur tous les points où ces assurances pouvaient te couvrir et également les avantages tout simplement économiques. Moi, j'étais beaucoup dans l'économie, mais je voulais en même temps pas rigoler avec le fait d'être assuré et ma santé, tu vois. Donc on sait jamais. Donc moi, j'étais parti sur Chapka Assurance. Et en fait, ce qui était bien, c'est que je voyais qu'il y avait énormément de voyageurs qui avaient cette assurance. Et au-delà de ça, j'ai pu les contacter pour un petit problème que j'avais. Et ils sont super réactifs en fait. J'ai vraiment pas regretté d'avoir pris cette assurance. Donc ouais, regardez sur le site. Et moi, si je peux conseiller une assurance, c'est celle que j'ai prise. Okay. Et elle t'a couvert sur quel type d'incident? Tout risque. Ça veut dire que si par exemple, je sais pas, je te dis une bêtise, j'avais un problème en montagne où il fallait me rapatrier en France, etc. C'était pris en compte. Moi, c'était surtout ça en fait qui me faisait accident peur. Grave. Exactement, tu vois, les accidents vraiment graves. Comme je t'ai dit, moi j'ai un début d'asthme. Ça veut dire que monter en altitude, c'est pas ce qui me fait peur. Mais je me dis si demain j'ai une crise d'asthme, j'aimerais bien que je sois pris en charge, etc. Et ça, en l'occurrence, ça c'était pris en charge, tu vois. Mais par exemple les frais dentaires. Ok, des fois, oui. T'as mal aux dents. Ouais, tu vas aller chez le dentiste, ça coûte une fortune. Dieu merci, je n'ai rien eu. Ok. Parce que c'est une des pires douleurs du monde. Si par exemple, t'avais ce problème-là, t'avais la possibilité d'être pris en charge. À l'époque, c'était le Covid qui était pris en charge. Et de toute façon, quand tu voyageais à cette époque-là, t'étais obligé d'avoir une assurance qui prenait en compte le Covid. Et en gros, on me le demandait souvent. En Jordanie, on me l'a demandé quand j'ai fait mon premier voyage. Chypre, pareil. Tu vois, en Inde, même si j'ai fait un transit, ils étaient obligés de me demander pour que je rentre dans le territoire. Même si je ne sortais pas. Enfin, en l'occurrence, je suis sorti quand même. Mais même si je ne sortais pas, il fallait que j'ai cette assurance Covid. Combien ça coûte, une assurance comme ça? Alors, cette assurance-là, je l'avais payée plus ou moins 300 et quelques euros pour l'année. C'est rentable. Franchement, ça va. Ah, c'était 300 et quelques euros que j'avais payé pour l'année. Alors, soit c'était pour toute l'année, soit c'était pour 10 mois que j'avais pris. Moi, je m'attendais à beaucoup plus. Ah non. Moi, je m'attendais à une somme entre 700 et 800 euros, tu vois. Non, quand tu vas sur le site, tu fais tu fais un devis, en fait. Tu demandes un devis. Oui, bien sûr, tu fais pas. Et en fait, tu remplis des critères et ils te disent, est-ce que vous voulez être couvert? Parce que moi, ce qui a joué sur le prix, c'est que j'ai pas pris la couverture aux États-Unis. Parce qu'il y avait une mention si tu voulais être couvert aux États-Unis ou hors États-Unis. À partir du moment où tu mets hors États-Unis, tu payes déjà moins. Parce que moi, je voulais aller aux États-Unis, mais vu mon programme, je me suis dit ça va être lointain. Ouais. Je reprendrai s'il faut prendre. Regardez, oui, bien évidemment, l'aspect économique, mais avant de regarder l'aspect économique, regardez vraiment sur quoi ça vous couvre. Ne regardez pas seulement, je vais prendre la moins chère, etc. Moi, c'était intéressant sur les deux, donc c'est pour ça que je suis parti sur Chapka Assurance. Ok, très bien. Ouais. Chapka Assurance, les gars, de toute façon, on mettra tout en description, donc n'hésitez pas. Et en plus, ils ont fait j'en profite, j'ai aucune part, mais j'en profite pour dire qu'ils ont fait un documentaire Génération Tour du Monde qui est exceptionnel. C'est aussi des documentaires comme ça qui m'ont nourri. Est-ce que tu as vécu des moments de solitude pendant ton voyage? Alors, oui, mais en soi, c'est moi qui gérais plus ou moins quand je voulais être seul et quand je voulais être avec des gens. Alors forcément, il y a des moments que tu vas vivre où tu vas te dire ouais, ça aurait été bien d'être avec quelqu'un de ta famille, ça aurait été bien d'être avec quelqu'un avec qui tu partages ta vie ou des potes, tu vois. Bien sûr. J'ai quand même réussi à alterner en fait ces moments-là où je voulais être seul et ces moments où je voulais être avec des gens. Là où j'ai réussi à alterner tout ça, c'est qu'en Australie, là où je suis resté le plus longtemps, je dormais dans des auberges de jeunesse. Et donc forcément, tu rencontres des gens. La première auberge de jeunesse que j'ai fait, c'était sur Chypre. J'ai rencontré pas mal de monde. En l'occurrence, 2 filles de Bourges, si vous me regardez. Donc, qui s'appellent Anaïs et Anouk.
Ce qui est marrant, c'est que dès que je suis arrivé, en fait, on m'a dit ah, t'es français? Ben, il y a 2 Françaises aussi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'arrive, je suis passé juste devant elle, comme ça. Mais genre, on s'est pas... Calculé. Ouais. En fait, je les ai regardées en mode... C'est peut-être des Françaises. Ouais, ça ressemble à des Françaises, ça, ouais. quand même, tu vois. Mais vas-y, j'ai continué. Je suis passé devant elle, donc on s'est rencontrés, on a parlé. Je suis passé devant elle. Et elle regardait le coucher de soleil. Moi, je passe devant. Je voulais acheter un adaptateur, tu sais, pour charger mon téléphone. Et je leur dis, ouais, vous savez pas où je peux aller et tout. Elle dit, ouais, faut aller je sais plus où. Ça veut dire, moi, je prends un chemin. J'arrive, frérot. Je vois une armée de chats. Genre qui me regardent Kamas. Alors, j'ai fait demi-tour. Des chats errants. Ouais, j'ai fait demi-tour. J'ai dit, ah, t'as fait demi-tour carrément? Ouais, non, tu sais pas, ils vont te sauter dessus, tu vois. Ah ouais, frérot, tu vois. Moi, je suis pas vif comme eux, tu vois. Et donc, ça veut dire, je fais demi-tour, je repasse devant elle. Et de là, tu vois, on rigole parce que, tu vois, je leur explique. Ouais, bien la situation. Et de là, tu vois, tu sentais que, voilà, tout de suite, ça allait passer. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois, on est encore en contact. Et de pouvoir me dire, bah, quand je veux être seul, vas-y, je prends des hôtels et tranquille. Je veux être avec des gens, je vais dans les auberges. Okay. Où j'ai eu la chance d'avoir, du coup, mes potes en Australie, Lloyd et Aurélia, qui, eux, avaient déjà fait l'Australie, donc ils avaient déjà des contacts. Okay. Et ça veut dire que ça m'a permis de rencontrer encore plein de monde. Eux, ils avaient rencontré un mec dans la première fois qu'ils étaient venus en Australie. Là, la deuxième fois qu'ils sont revenus, on va à l'équivalent de Primark en Australie. Okay. Ça s'appelle Kmart. Pote là, qu'ils avaient rencontré de base il y a 2 ans en Australie. On le voit, il se promène comme ça. Comme ça? Ouais. Il se voit, il se dit... Guillaume, préfet. Wow, mais qu'est-ce que vous faites là? Et après, on est restés ensemble. Le temps qu'il est resté avec nous, on est restés ensemble. Rencontre de ouf aussi, pareil. Truc de ouf parce qu'il était venu, il attendait ses potes, mais ses potes ne sont... Enfin, il attendait ses potes. En gros, il était venu, il savait que ses potes étaient en Australie, mais ils n'étaient pas au même endroit. Ça veut dire que là, il était tout seul. Ah, et il touchait pas une bille d'anglais. Et lui, c'était le pur français, lui. Okay. C'est le mec qui veut pas faire d'efforts. Et c'est le mec, on se foutait beaucoup de lui parce que c'était le dresseur d'animaux, on l'appelait. C'était en gros, tu vois, il y a des animaux qui s'appellent des kokas. C'est des petits animaux en Australie. Ils vivent à l'état sauvage, mais ils sont super gentils. Je crois que j'en ai déjà vu. Ouais, c'est possible. Ouais, on les appelle les happy face parce qu'ils rigolent. Ah oui, exactement. Ouais, voilà, c'est bon, exactement. je vois. Okay. Ils ont un visage, on dirait, ils sourient, tu vois. Et lui, il arrive comme ça. Il voulait prendre sa petite photo. Il l'attrape un coca comme ça, il fait Jordi, vas-y, prends. Je dis, mais toi, t'es un ouf, toi. Et t'as une meuf derrière qui passe qui lui dit en anglais, ils sont dans leur état sauvage, il faut pas les toucher. Il faut pas les toucher. Lui, c'est le francouillard, il s'en fout. Ouais, c'est vraiment. Et donc voilà, la solitude, ça va, j'ai réussi à gérer. Quand même. Ok, bon, en fait, quand t'avais envie d'être seul, t'allais à l'hôtel. C'est ça. T'avais ton temps, t'étais tout seul, tu pouvais vraiment te concentrer sur toi-même. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et si t'avais besoin de rencontrer des gens, t'allais en auberge. Les gars, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais, franchement, testez l'auberge, tu vois. Des fois, vous allez tomber sur des auberges de fous. Genre, il y a vraiment des fous. Mais des fois, vous allez tomber sur des auberges. À Chypre, je suis tombé sur une auberge, elle était magnifique. Tu vois, c'était propre, les gens, ils étaient respectueux. Tu vois, t'allais aux toilettes, c'était propre, c'était nettoyé tous les matins. C'était tenu par une Argentine qui s'appelle Mercedes. Je fais la pub aussi à elle. Tu vois, je fais la pub à tout le monde. Super gentille, elle parlait un peu français, donc c'était top. Ouais. Et en parlant de solitude, etc., tu t'es retrouvé dans pas mal de situations seul. Ouais. Est-ce que tu as eu des moments d'insécurité ou une action qui t'a marqué? J'ai eu une seule péripétie, c'était en Australie. Parce qu'il faut savoir qu'en Australie, quand vous arrivez là-bas, moi, ce qui m'a un peu marqué, c'était de voir des gens dans la rue. Jusqu'à là, vous allez me dire, en France aussi, on en voit. Mais ces gens-là, c'était pas des gens forcément qui étaient SDF. C'était plus des gens qui étaient drogués ou autres. Oui, ok. Donc qui prenaient des drogues que... je m'y connais pas en drogue, mais... des drogues dures. C'était des bonnes drogues. Des bonnes drogues. Ça y allait, tu vois. Tu planais, t'étais plus ici. Et du coup, il y a un jour où je suis parti dans une petite épicerie, tu vois, pour acheter un truc. Et en fait, il y a un mec qui me suivait. Au début, moi, je me disais, c'est moi, je suis parano. Genre, je suis un ouf. C'est vrai, après, quand t'es à l'étranger... Tu deviens un peu parano des fois. Ouais, mais c'est la première fois, en tout cas, dans cette situation-là, que je me disais vraiment, ouais, bizarre. Le mec qui me suit, là. Ok. Mais je me suis dit, non, attends, t'es un fou, toi. Ouais, c'est rien. Tu te prends pour qui, toi? Tu crois. Bref. Et donc, du coup, je marche et tout. Et je rentre dans le truc. Et je vois le mec, effectivement, il me suivait, puisqu'il arrive devant moi, il me parle. Et il me dit, ouais, excuse-moi,
est-ce que tu peux m'aider, tu vois, je suis dans la rue, etc. Moi, je dis, ouais, vas-y, prends une bouteille et vas-y, on y va. Et le mec, il continue à me dire, ouais, mais est-ce qu'il y a possibilité que tu retires de l'argent et que tu me le donnes? Oh. Donc moi, vas-y, j'ai commencé à dire, je vais lui mitonner, je vais lui dire, écoute, moi, je viens d'arriver en Australie, j'ai pas ouvert de carte, etc. Je peux pas retirer. Et je vois dans son comportement, parce que moi, je suis très physionomiste. Et je vois le mec qui commence à se gratter, il fait des trucs comme ça. Ouais, lui, c'est un drogué, lui, tu vois. Ok. Et il me dit, ouais, mais vas-y, pourquoi tu peux pas retirer? T'as vu, moi, je suis en galère, retire pour moi, tu vois. Eh, vas-y. Moi, je commence à lui dire, tu sais, je monte un peu en pression. Mais vas-y, je lui dis, prends ta bouteille, arrête de me... Tu vois. On va en caisse. Je paye. Et le mec, il dit, il dit au caissier, ouais, et lui, il a dit, tu ouvres ta caisse et tu me passes $20. Moi, je le regarde comme as. Le caissier, heureusement, il le connaissait. Et j'en suis sûr qu'il y a des gens qui ont tellement peur qu'ils vont retirer et vont les donner. En fait. Une fois que j'ai payé, le mec, tu vois, il prend la bouteille. Il dit, ouais, merci, t'es qu'un diable, toi. Il lance la bouteille par terre. Moi, je suis comme Tout ça en anglais, en plus. Ouais, tout ça en anglais, tu vois. Yeah, mec, you are... Bon, je vais pas dire le gros mot. Devil, man. Je dis, wesh. Moi, je monte un peu en pression. Mais je me dis, fais pas le fou, parce qu'on m'a dit qu'en Australie, les étrangers, faut faire attention, faut pas se battre. Parce que la police ne rigole pas du tout avec ça. Okay. C'est un coup à ce qu'on te renvoie dans ton pays, tu vois. Oh ouais, ce serait dommage. Ou on te mette en prison aussi, tu vois. Okay. On peut, tu vois. Mais dans tous les cas, je vous conseille pas d'aller vous battre dans un pays étranger. Déjà, ne vous battez pas. Clairement. Même en France, ne vous battez pas, ça sert à rien. Mais si vous allez dans un autre pays, les gars, évitez. Comme j'aime bien dire, faites pas les Français du coin. Vous n'êtes pas dans votre pays, tu vois. C'est ça. C'est pas votre pays, c'est pas chez vous. Et je pense qu'il sera encore plus dur avec du coup des étrangers qu'avec les citoyens. Faites pas les fous. C'est pas chez vous. Vous connaissez pas les règles. Pensez pas que vous êtes au-dessus des lois. Parce qu'on va vite vous rappeler qui vous êtes si vous faites les fous, tu vois. Ça sert à rien. T'es là pour kiffer. T'es pas là pour prouver qui tu es. Bien sûr. Sincèrement, Dieu merci, j'estime être quelqu'un de lucide dans beaucoup de situations et j'essaie de garder mon sang-froid. Même si des fois, tu vois, des fois ça monte, tu vois. J'essaie de rester lucide pour réfléchir. De me dire, attention au risque. Si tu fais un truc, tu peux avoir cette conséquence-là. Ouais. Et toi, c'est pas ton but et t'es focus sur des objectifs qui sont de voyager. Mais au final, vas-y, ça s'est bien passé, c'est ça qu'on retient. Très bonne leçon. Est-ce que tu as visité des endroits un peu méconnus, moins touristiques? Du coup, en Indonésie, c'est vrai que quand on va sur Bali, on va beaucoup vers le sud, vers Ubud, Canggu. Oui. Ubud, Canggu, Kuta. Ouais. C'est un peu les villes prisées, tu vois. Quand tu vas là-bas, tu vois énormément de touristes, que ce soit. Franchement, tu vois, moi j'étais à Ubud. Ouais. C'est touristique. Ah oui, c'est magnifique, mais c'est touristique. En tout cas, attention, c'est touristique, mais j'ai vraiment bien aimé, en fait. Ah oui, bien sûr. Ubud, et en fait, quand tu vas en Indonésie, c'est archi peace, en fait. Tu sais, tu sens une atmosphère. Tu sens vraiment la nature. Au-delà de ça, j'ai voulu aller un peu autre part. Je suis parti dans le nord de Bali, donc à Munduk. Là, c'est beaucoup plus authentique. Déjà, tu le sens au niveau des prix, parce que dans les prix, tu payes pas la même chose à Ubud. Par exemple, un scooter, 100 000, je crois que c'est 100 000 roupies indonésiennes. À Munduk, je le payais à 70. Il y a une différence de prix. Et au-delà de ça, l'authenticité, tu la sens vraiment à Munduk, tu vois. Tu sens que les gens, ils sont pas dans le touristique. Et tu vois beaucoup moins de touristes. T'en vois beaucoup moins, t'en vois énormément moins. C'est pas ce qui manque à Munduk de voir des choses, mais tu sens qu'il y a beaucoup moins de touristes. Presque pas vu de touristes. Et au-delà de ça, je suis parti aussi à Sidemen pour faire une bague. Sidemen, c'est toujours... C'est plus dans le nord qu'Ubud, mais ça reste dans le centre plus ou moins de Bali. Là-bas, c'était super top parce que, tu vois, je me suis fait une bague. Du coup, que j'ai perdu. Oh. Et moi, les gens me connaissent. Des fois, je suis une tête en l'air. C'est un truc de ouf. Mais c'est un bon souvenir parce que tu rentres avec du matériel et en plus, c'est toi qui l'as fait. Le mec, il est super pédagogue. Il t'apprend vraiment de A à Z à faire cette bague-là. Et j'ai vraiment kiffé, tu vois. Et donc, ça me permettait aussi de voir le côté artisanal de l'Indonésie. De pouvoir faire fonctionner le commerce local.
et de voir encore une fois la gentillesse des gens, tu vois. Ok, allier un peu les deux, quoi. Ouais, tu vois. Donner un peu de la force et en même temps partir avec quelque chose, un souvenir. C'est ça. Tu regardes la bague et tu penses directement. Mais bon, c'est ça. C'était gagnant-gagnant, tu vois. Bon, malheureusement, là, c'est perdant-gagnant. mais les souvenirs restent gravés quand même. Oui, c'est gagnant, je rigole, tu vois. Mais en gros, ouais, c'est bien et ça te permet vraiment de sortir des sentiers battus et de faire autre chose que d'aller à la plage. Attention, c'est très bien, mais et voilà. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de sortir des sentiers battus? Les avantages, c'est un peu ça. C'est un peu, l'authenticité, parler avec des gens, faire des rencontres, faire des choses que tu ne feras pas comme les autres. Je suis pas à la recherche de ne pas faire comme les autres, mais je suis à la recherche de faire des choses qui sortent du commun. Des expériences. Voilà, des expériences. Et forcément, ça, c'est une expérience, tu vois. Et ça te permet de le faire parce que les gens locaux ne sont pas habitués à te voir. Et donc, forcément, ils vont essayer de te donner quelque chose pour que tu puisses revenir les voir, mais de manière authentique. Tu vois, ils vont te jouer vraiment la carte de l'humain. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont être vraiment sincères avec toi. Tu vois, ça va être vraiment un truc. Il y a moins cet aspect peut-être monétaire des grandes villes touristiques. C'est ça. Or que, en vrai, hein, même si c'est touristique, l'Indonésie, les gens, je les sens quand même sincères, tu vois. Au bout et tout. Un mec seulement qui a essayé de me faire un truc chelou, c'était dans un grab, là. Il a essayé de me carotte, lui. Il a enlevé le compteur. Il m'a dit, vas-y, t'inquiète, je peux t'emmener là. Il m'a dit un prix, frérot. Je sais qu'il m'a tourné une carotte. Moi, je lui ai dit, tu vois. Je lui ai dit, même si aujourd'hui, je vais avoir des difficultés à ce qu'on se comprenne, on va se comprendre, toi et moi. Je lui ai dit, frérot, je te paierai pas ça, gros. J'ai dit, ça, tu t'es en train de me dire ça, or que moi, sur Grab, j'ai vu ça coûtait combien. Je lui ai dit, c'est mort. Il m'a dit, ouais, mais non, mais là, j'ai fait ça. J'ai dit, écoute, je te donne ça, dernier prix. Il m'a dit, bon, vas-y. A contrario, je suis tombé sur un mec, j'avais eu une péripétie où j'avais perdu mon passeport. C'est dinguerie, ça. Quel stress. Et du coup, il y a un mec qui m'a accompagné, et en m'accompagnant, on a super bien parlé. Et je lui ai donné plus, tu vois. Et quand je lui ai donné, il m'a dit un merci de fou. Et il m'a fait plaisir. On dirait que c'est moi, je recevais ce que je lui ai donné, tu vois. Super dans l'accompagnement, dans cette perte de passeport, il a été vecteur de moins de stress de ma part. Il t'a vraiment aidé. Il m'a apaisé, tu vois. Il m'a vraiment apaisé et je peux le remercier que comme ça, tu vois. C'est pas tant l'oseille que je vais lui donner, c'est plus... tiens, ça, je te rends ce que tu viens de me donner. Et j'espère que ça va te faire du bien comme tu viens de me faire du bien. Et est-ce que tu as eu des regrets? Des choses que tu aurais aimé faire différemment? J'ai un tout petit regret. Pas sur ce que j'ai fait, parce que tout ce que j'ai fait, j'estime être vraiment reconnaissant par rapport à tout ce que j'ai fait. Et c'est pas tout le monde qui peut le faire. Tu remarqueras que j'utilise pas le mot chance parce que c'est pas de la chance. C'est quelque chose que je me suis provoqué, que j'ai fait. Et, j'ai un tout petit regret, c'est de ne pas avoir fait le Kilimandjaro. Mais ce n'est pas figé. C'est jamais figé. Parce que tu as l'exclu. Oh, exclu. C'est mon prochain projet. Le Kilimandjaro, j'aimerais bien le monter, le faire en Tanzanie. Donc là, je suis en train de me préparer. Parce que c'était un de mes objectifs principaux, tu vois. Ok. Donc voilà. Mais après, le reste, aucun regret. J'ai vraiment aimé tout ce que j'ai fait. Et si c'était à refaire, j'aurais refait pareil. Est-ce que tu as ressenti un choc culturel quand tu es revenu en France? Parce que tu passes quand même 1 an. Ouais. Dans différents pays, avec des cultures complètement différentes, avec des gens complètement différents. Ouais. Et là, tu reviens chez toi où tu as l'habitude d'être, où tu as grandi. En fait, ça m'a fait plaisir de revenir voir les gens. Mais le cadre, ça m'a pas manqué. Comme je disais, j'ai pas envie de vivre dans ma ville là actuelle, tu vois. Non pas que je n'aime pas ma ville, mais je me vois pas vivre là. J'avais ce sentiment-là. En plus, je suis revenu, il faisait... c'était encore l'hiver, tu vois. Et forcément, quand tu passes de Bali, 30 degrés, t'étouffes, à Paris, 5 degrés, tu cailles. Ouais, c'est chaud. Ouais, tu prends une petite baffe et ça joue sur ton moral, tu vois. Maintenant, un choc culturel, oui, évidemment. Parce que, comme je t'ai dit, tu passes de Bali, au-delà de la température, mais le cadre est différent. Les gens sont différents. Et donc, forcément, quand tu reviens ici... tu penses travail, tu penses routine. Et il y a un truc qui est marrant. J'encourage tout le monde à faire des randonnées parce que c'est un lieu social extraordinaire.
Tu rencontres énormément de gens en marchant, tu parles beaucoup avec les gens. Et j'ai rencontré des Français, Colin et Alex. Je parle que avec Colin. Et on parle de taf. Et Alex, il arrive, il nous avait lâché. C'est ça les Français en fait. Quand vous parlez de travail. Il dit, vous venez, le seul sujet que vous trouvez à faire, vous êtes en haut d'une montagne, etc. Loin, vous parlez travail. Il dit, mais arrêtez de parler de travail. Et là, je le regarde, je dis, c'est vrai, t'as raison. Non, mais grave. J'ai dit, c'est vrai, tu vois. Vrai. Non, et on parlait de travail, tu vois, on parlait que de travail. J'ai dit, grave. Bon, ok. Et quel est ton souvenir le plus marquant? Mon souvenir le plus marquant, c'est l'humain, tu vois. C'est pas forcément les choses que j'ai vues. Autant j'ai kiffé ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, etc. Ouais, Ce qui m'a marqué, c'est plus les discussions que tu vas avoir avec les gens. Un jour, j'étais au taf et j'ai rencontré en fait un mec. Tu sais, il me regardait fixement de ouf. Et jusqu'au moment où il me demande, ouais, tu viens d'où? Donc moi, je lui dis, ouais, je viens de France. Mais je suis d'origine congolaise, tu vois. Il me dit, ouais, le Congo et tout. Moi, j'y suis allé. Tac. Bam, on commence à avoir une discussion. J'étais dans mes heures de taf. On a duré peut-être 45 minutes. C'était la fin de journée. Peut-être 45 minutes, 1 heure à parler. Et je te jure comment j'ai kiffé avoir une discussion avec lui. Et je ressentais que pour lui, c'était la même chose. Et à la fin, en fait, il me serre la main. Il me dit, en fait, on s'est pas présenté, tu sais. Je m'appelle Josh, je crois, genre. Pour te dire, je me rappelle pas de son nom, mais c'est pas significatif. Ouais. Ce qui est significatif pour moi, c'est la conversation qu'on a eue, tu vois. Ouais, c'était un moment, on a vécu l'instant présent, tu vois. On l'a vécu ensemble, on a parlé, on a kiffé, tu vois. Un jour, j'étais dans mon auberge de jeunesse. J'ai vécu une même discussion avec un jeune qui faisait aussi le tour du monde. Il s'appelle Max. Lui, c'était un Anglais, mais sa mère était française, donc il parlait bien français, tu vois. On a parlé et tout. On est resté archi longtemps à parler. Et le lendemain, en fait, moi, je travaillais. Je me suis barré au travail. Je suis rentré le soir, il n'était plus là. Et je vois, il me laisse un mot, en fait, sur mon lit, en me disant, ouais, on s'est même pas laissé nos coordonnées et tout. J'ai grave kiffé parler avec Watt. Tiens, voilà, c'est mes coordonnées, et au cas où t'as besoin, etc., n'hésite pas. Gros, je vois ça, c'est pas un truc commun, en fait. Aujourd'hui, tu le vis pas. En fait, tu vis pas ces choses-là. Non. Tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Et du coup, ça te choque. Tu te dis, le mec, en fait, il a pris le temps d'aller chercher une feuille, d'aller chercher un stylo, d'écrire, parce qu'il n'a pas écrit que 2 lignes, il a écrit... ça a pris la feuille, quoi. Enfin, c'était une petite feuille carrée, et ça a pris la feuille, il m'a écrit. Et il est venu, il l'a posé sur mon lit, et je suis rentré, j'ai trouvé ça. Tu vois, il y a des trucs, tu vois, tu rentres du travail, tu devais te choquer. Ouais, tu rentres et tu vois ça, tu te dis, purée, les gens, ils sont gentils quand même. Et tu kiffes, et franchement, ça joue sur ton cœur, en fait. Ça t'adoucit, ça t'apaise, tu vois. Voilà, il y en a eu des marquantes. Il y a un mec qui s'appelle Willy, pareil, je l'ai rencontré, tu vois, c'est un mec, c'était un mec top de ouf. Et un dernier que j'ai rencontré qui s'appelle Karim, c'était un mec qui vendait des crêpes dans un marché. Et en fait, on s'est regardé, il me regarde, tu vois. Et en fait, son truc, il s'appelle la crêpe. Et moi, je le regarde. Il me regarde, et dans notre tête, on est en train de penser fort en mode, lui, c'est sûr, il est français. Et après, il sourit et tout, il fait ça, français. C'est un bon de ouf, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, on a encore contact, et c'est un mec qui s'est installé en Australie pendant 11 ans, mais tout ça pour te dire, en gros... T'as fait une vidéo avec lui. Exactement. Alors, je vous mettrai le lien en description. Vous pouvez regarder, et son parcours, il est super inspirant. Bah, là, on parlait de taf tout à l'heure. Et bah, au taf, j'ai fait des rencontres aussi de ouf. Notamment, pour mon dernier taf, en fait, j'ai fait la rencontre d'une Française, un Belge, c'était Sarah Matteo, et d'une Argentine, Valentina. On était un groupe de 4. Enfin, en termes d'équipe, c'était magnifique. On a fait cette rencontre et j'ai regretté en fait de pas les avoir rencontrés avant dans ce taf là, tu vois. Et c'est l'humain qui m'a vraiment marqué et pas forcément les choses que j'ai faites ou que j'ai vues, tu vois. Donc voilà. Franchement, c'est fou. Et t'es parti tout seul. Ouais, c'est ça. Et ce trip là, en fait les gens quand ils partent tout seuls, moi quand je suis parti tout seul, les gens ils se sont dit ouais mais tu vas pas t'ennuyer, etc. Je me suis jamais ennuyé. Jamais. Quand je voulais être tout seul, j'allais faire mes randonnées. Quand je voulais être avec des gens, j'allais aussi faire mes randonnées. Mais au moins je les faisais avec des gens. Je mangeais, on faisait des bowling. Je vivais bien. Je te jure, je vivais bien. Et parce que tu vois, moi par exemple, cet aspect de voyager seul, c'est quelque chose qui me fait peur. J'en parlerai dans une des vidéos qui va arriver bientôt. Et en plus, je dédicace dans cette vidéo-là, tu la verras. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Moi, personnellement, je pars du principe
Et si tout se passait bien? Ouais, c'est vrai. Pas s'il y a un problème. C'est ça. S'il y a un problème, on pose directement le problème. Je dis pas qu'il faut pas être prudent. Oui, bien sûr. Faut prendre des assurances, faut prendre tout ça. Faut être aussi intelligent. Demain, j'allais pas te dire que j'allais faire le Mont Everest. Par contre, je me dis, et si je ratais tellement d'occasions parce que je me dis qu'il va y avoir un problème. Mais tu vois, moi, par rapport à ton expérience, tu m'as grave motivé pour partir en voyage solo. Ah, franchement. Tu vois, et j'ai jamais fait, et je pense que ce serait une expérience incroyable. Malheureusement, en fait, je me suis dit, si j'attends les gens, je vais pas m'arrêter en me disant, je vais pas faire le Kilimandjaro parce que personne me suit. Non, j'ai envie de voir c'est quoi le Kilimandjaro, donc je vais le faire. Si Dieu me permet d'avoir des enfants, j'aimerais bien lui dire que, tu vois, papa a fait le Kilimandjaro. Papa, il a fait ça, tu vois. Et ce serait sympa, quoi. Voilà. Et quels sont les changements significatifs que t'a apporté ce voyage en toi? Ça a beaucoup travaillé sur ma patience. Patience parce que du coup, quand tu vis en auberge, il faut que tu sois patient. Ah ouais. Sur ma compréhension de l'autre parce que, bah oui, tu parles en anglais, donc forcément, tu es obligé d'essayer de comprendre ce qu'on te dit. Ouais. Des fois, tu as des conversations profondes et tu as envie de comprendre. Et donc, il faut que tu sois patient pour pouvoir comprendre et pouvoir répondre et que cette conversation aille jusqu'à là où elle doit aller, tu vois. Ouais. Ça a pu me montrer en fait les limites que j'avais, tu vois, les limites que je pouvais avoir, savoir me dire non, parce que tu sais, moi je suis quelqu'un, je veux tellement essayer de choses que des fois j'arrive pas à me dire bon bah vas-y je le fais pas. Ok, oui. Je le fais, tu vois. Des fois je me suis dit non, ça il faut que tu arrives à te discipliner, que tu arrives à te dire non parce que sinon tu pourras pas continuer. Tu vois. Donc voilà, c'est plus ou moins les points que ça m'a apporté. Voir vraiment les défauts que je peux avoir, essayer de travailler dessus. Ça veut pas dire que je suis rentré et j'ai changé là. Ouais. C'est faux de dire ça. J'ai pas changé significativement. Par contre, j'ai pris conscience de beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui je suis dans un cheminement de travail sur moi-même, travail sur ma santé, travail sur comment je suis avec les gens, essayer d'améliorer tout simplement la version de moi qui était avant le Tour du Monde. Avant le Tour du Monde. Et maintenant, la question que je vais te poser, c'est combien de pays t'as fait et quels sont les pays que t'as fait? J'en ai fait 7. J'ai fait la Jordanie, Chypre, Oman, l'Indonésie, l'Australie, le Vietnam et les Émirats. Ouais, j'en ai fait 7. Pas mal, hein? J'en ai fait 7, ouais, pas mal. Pas mal. J'aurais jamais imaginé faire autant de pays en une année. Je suis vraiment reconnaissant parce que c'était un projet qui datait quand même et j'ai pu l'aboutir, tu vois. Faire ce type de voyage, c'est une gestion de projet. Hein. C'est une gestion de projet, tu vois. Tu dois gérer tes finances, tu dois gérer les gens que tu vois, tu dois gérer le lointain, tu dois gérer... Tu pars pas de 2 semaines en vacances c'est un projet. où tu te poses à la piscine et tu bois des cocktails et tu rentres à la maison. Non, c'est un projet, c'est un truc. Sur la continuité, tu dois te gérer toi aussi. Tu vois, et il y en a, je lisais sur les blogs, au bout de 5 mois, ils étaient lassés d'être tout seuls. Ouais. Ça faisait peur quand même de lire ça, tu vois. Tu t'es dit, peut-être que moi je vais me lasser, peut-être que je vais me dire. Mais en fait, moi, plus je voyageais, plus je voulais encore voyager. Ok. Là, je dis la vérité, je suis rentré parce qu'il fallait que je voie ma famille quand même. Mais je suis rentré aussi parce que j'avais plus d'argent. Et sans l'argent, tu vas pas très loin. Money. Ouais, tu vois. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire le tour du monde aujourd'hui en 2023? Alors, conseil, c'est pas n'écoute pas les gens parce qu'il faut toujours écouter des conseils. Enfin, il faut que tu sois consultatif. Ton cerveau, à un moment donné, il pense pas à tout. Et les gens sont là pour te donner des conseils. Maintenant, évite de prendre les paroles de ceux qui te retranscrivent leurs freins à eux. Moi, avant de partir, on m'a dit ouais, mais t'auras assez d'argent pour faire ça? T'as pas encore construit ta vie, tout ça? Oui, c'est des questions qui reviennent souvent. Ouais, tu vois. Ouais, mais tu vas tout seul. T'as pas peur de danger, etc. Moi, à ta place, j'aurais acheté et ensuite, je l'aurais fait. Alors, sincèrement, tous ces freins-là que je sens qui sont pas mes freins, mais ceux des autres. Leurs croyances limitantes. Bah, je les prends pas. Frérot, j'ai déjà préparé tout ça. C'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Bien sûr. Je comprends que... Les inquiétudes de... Ouais, les inquiétudes, mais c'est vos inquiétudes, c'est pas les miennes. Donc ça, j'y ai déjà pensé.
y a pas de souci les gars, vous inquiétez pas, je vais le faire et je l'ai fait. Il faut quand même consulter les gens, comme je te dis, parce que sans ça, forcément, tu vas oublier des trucs et au moins, des gens qui l'ont déjà fait vont pouvoir te donner des petits conseils, etc., etc. Donc ça, c'est un conseil primordial. Après, ne te ferme aucune porte sur ce que tu peux faire, tu es capable de le faire. Ne rentrez pas dans des cases. Tu vois, moi, il y a encore un frère qu'on m'a dit, non mais Jordi, ça c'est pas pour nous. En disant, c'est pas pour nous les Noirs. Ah ouais, c'est chaud ça. Ça t'as vraiment dit ça? Ouais, on m'a dit ça. Ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est les Blancs qui font ça. Mais pas méchamment. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'était en mode... moi, justement, je veux casser ça, tu vois. Casser les codes un peu. Frérot, j'ai une main gauche, t'as une main gauche. Ok. J'ai une main droite, t'as une main droite. Effectivement. Frérot, on peut le faire. C'est ça. On est en capacité de le faire. On est humain, on est tous humains. À partir du moment où tu as la volonté, la capacité mentale, la motivation et physique aussi. Parce que j'ai envie de te dire, c'est pour ça que c'est important de regarder le type de reportage que je t'ai dit, Génération Tour du Monde. Parce que dans cette Génération Tour du Monde, tu as vraiment tout type de personnes qui voyagent, jusqu'à une personne handicapée en fauteuil roulant qui voyage et qui fait son tour du monde avec un van aménagé pour lui. Tout est possible. C'est toi qui te mets ses limites. Tu vois, j'ai pas ça pour faire les phrases. Après, on va me reprendre sur Insta, on va mettre les sous-titres. Ouais, t'es moi le mec motivation, j'ai pas quoi. Non, avec la petite musique. Non, moi je suis pas dans ça. Je vais mettre la musique, vous inquiétez pas. Tu sais, les mecs qui vont se regarder, ils vont repartager en mode. Non, je suis pas dans ça. Mais en gros, ce que je veux dire pour de vrai, frérot, c'est ta volonté, c'est ton objectif, c'est toi. Si t'as envie de le faire, tu le fais, tu prends les choses en main et tu le fais. C'est ta volonté. Maintenant, il faut pas se mettre dans ces cases-là en se disant parce que je suis noir, je peux pas le faire. Sur AJ+, ils ont mis un reportage, un groupe noir qui monte le Kilimandjaro. On le met en avant parce que c'est pas commun, parce que nous, dans notre communauté, on se dit, on peut pas le faire, c'est pas à nous. Tu vois, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Qu'est-ce qui est pour nous alors? Tu vois, c'est un accomplissement de soi. Tu sais, nous on aime bien faire les gens déterminés. Bah ça c'est un truc de déterminé. Pourquoi tu le fais pas? Tu vois, quand tu parles de ça, ça me fait vachement penser au film Rasta Rocket. Bah ouais, carrément. Tu vois, c'est des mecs gros, ils sortent mais gros et tu vois, il y a pas de c'est pas pour nous. C'est pour nous. Il faut casser ces codes. Ouais, c'est pour nous. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Tu vois, faut pas se mettre cette barrière-là. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Ne te mets pas cette barrière. Ma cousine, un jour, elle m'a dit, tu vois, mon tour du monde, je l'ai préparé en 2 ans et demi et donc du coup, j'ai dû attendre. Mais elle m'a dit une phrase. À partir du moment où elle m'a dit cette phrase-là, enfin, j'étais déjà dans cette optique, mais ça a pris encore plus de sens dans ce que je faisais. Elle m'a dit, patienter, c'est agir en attendant. Ça veut dire que le temps que ton tour du monde arrive, fais des choses entre, ça va te motiver. Tu vois, moi je t'ai dit, je mettais chaque mois, je me mettais un objectif d'oseille, de l'argent chaque mois. Au-delà de ça, je regardais des reportages. Eux, je leur fais la pub partout, on and off visual, allez regarder. Ils sont partis en Amérique du Sud pendant 6 mois. C'est des mecs, en plus toi tu vas kiffer mec. Ils ont des drones et tout, des vidéos de fous malades. Et je regardais leur chaîne. Comme je leur ai dit, je suis parti leur envoyer un message tellement c'était un truc de ouf. Et tu vas voir, c'est marrant parce que ces mecs-là, ils sont marrants. Ils sont archi comment dire, simple et bons dans la vidéo. Et c'est un peu le même délire que moi, en mode ils vont faire des randonnées, tu vois. Et bon délire de ouf, donc allez regarder, franchement vous allez kiffer. Et je m'alimentais que de ça, tu vois. Je m'alimentais de mecs qui faisaient ça, de blogs, d'endroits où je voulais aller, donc je planifiais, etc. Le fait d'agir pendant que tu patientes, et ben ça te permet de nourrir et de pas perdre le fil. Et ce que je disais, franchement, c'était ouf. Hein. La seule chose vraiment qui peut m'empêcher de faire ce projet, c'est que je meurs. Je te jure. Ah ouais, quand même. Ah, je souhaite à tout le monde de vivre intérieurement ce sentiment de réaliser un objectif. Un objectif. Pas forcément le tour du monde, mais un objectif, tu vois. Personnel, ouais. Quand t'as ce sentiment-là et t'es déterminé, t'as des œillères, en fait. T'as le feu. Frérot, t'as un sentiment, fallait voir comment j'en parlais. Ouais, là, je vais aller là-bas, je vais faire ça, tout ça, là. Mais de toute façon, ça se voit même maintenant. Mais même là, tu vois, j'en parle, on dirait que je vais partir demain. Mais, tu vois, entre guillemets, j'ai gardé un peu cette âme d'enfant. Il faut, c'est important. Ouais, de me dire, j'ai envie de réaliser mon rêve. Sauf que là, j'ai la chance d'avoir plus de moyens.
et de pouvoir réaliser ce rêve, de me dire je veux être libre et voyager. Je veux être libre et être sur la route. Et toi, t'as fait la Thaïlande et t'as fait aussi l'Indonésie. Quand t'es sur ton scooter, tu passes les routes comme ça, tu te sens libre. Moi, je t'arrête tout de suite. Moi, scooter, c'est du mal. Écoute. Moi, le scooter, c'est compliqué. Sincèrement, je te souhaite un jour de prendre un scooter, de prendre les routes indonésiennes. Je me mettrai derrière toi. Frérot, des fois, je roulais, je regardais comme ça. Même en Jordanie, j'avais une voiture, mais en Jordanie, j'encourage tout le monde à prendre une voiture. Parce que le pays est petit, donc tu peux traverser et les routes sont magnifiques. Je m'arrêtais et je regardais les routes et je me disais, mais... La liberté. Je suis bien là. Tu sais, je me disais, je suis bien. Genre, je suis bien. Tu vois. Donc voilà. Franchement, ouais, c'est les conseils que j'ai à donner. Écoute, prends les conseils des gens, alimente-toi avec des infos, les reportages. Des infos, des reportages. Ne te ferme pas de porte parce que t'es congolais, t'es indien, t'es chinois, J'ai la chance aussi d'avoir un grand frère qui a ouvert la porte parce que lui, il est parti 4 ans en Irlande. Donc voilà, et ouais, franchement, je vous encourage. Si vous avez ça, let's go. Ouais. Let's go, vous avez 18 ans, vous voulez faire le tour du monde. Si vous voulez, vous pouvez le faire, bien sûr. Il y a l'aspect financier, la motivation, les ressources, il y a tout ça qui va avec. Mais si vous voulez faire quelque chose, on peut le faire. Le mec que j'ai rencontré dans l'auberge de jeunesse, il avait 19 ans. Il avait 19 ans. Voilà. Il avait 19 ans et il a fait son... Celui qui t'a laissé la petite lettre. Ouais, exactement. Ouais, incroyable. Et pareil, en Jordanie, j'ai rencontré un couple d'Anglais. Je lui ai expliqué ce que je faisais. Et ils m'ont dit, moi j'ai dit pareil à mon fils. J'ai dit à mon fils, tu fais tes études et ensuite tu vas voyager. Il a dit, il faut que tu voyages. Parce que ça va te permettre de t'ouvrir à plein de choses. Et voilà le conseil que je peux donner. Très bien. Merci Jordi. De rien, je t'en prie. Merci beaucoup. Vraiment, j'insiste, merci. Ouais. Parce que je t'ai envoyé un message direct, t'étais là, tu m'as dit oui direct, donc ça fait grave plaisir. Tu connais, il n'y a pas de... C'est ça. Et bon, tu m'as spoilé un peu le Kilimanjaro tout à l'heure en projet, donc c'est le projet qui va arriver bientôt du coup. Exactement, c'est le dernier projet. Je vous mettrai toutes les infos de Jordi en description, Instagram, chaîne YouTube, etc. Donc n'hésitez pas à les suivre. Et surtout si vous voulez voir son association sur le Kilimanjaro. Yes. Voilà. Ce sera les prochaines il y a des interviews qu'il a fait en Australie avec des gens, des expats, etc. Vraiment, on partage un peu les mêmes ambitions, les mêmes hobbies. Donc ça fait grave plaisir d'avoir eu ici, chez toi, à côté de chez toi, ici à Créteil. En plus avec un cadre magnifique. Ouais, grave. Donc les gars, voilà. C'est le quartier du port à Choisy-le-Roi pour ceux qui veulent venir. Nouvelle vidéo, nouveau format, j'espère que ça vous aura plu les refs. Si vous avez des questions à Jordi ou à moi-même, n'hésitez pas à les laisser en bas là, juste en bas là. Jordi répondra sur la chaîne, je répondrai sur la chaîne. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des boss déjà. Ouais. Surtout n'hésitez pas à vous abonner les refs, vous savez très bien. Et le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Putain mon gars. Yes. Ciao.